Bienvenue sur Supraconscience Paris, webzine de la conscience. Des voix, des rencontres pour explorer le réel. Bonjour Sandrine. Bonjour François-Xavier. Merci d'être venu jusqu'à Paris pour faire cette rencontre avec Supraconscience. Mais écoute, c'est pas tous les jours qu'on est invité sur Supraconscience, donc merci à toi de m'inviter. C'est gentil. Alors, on va parler de ton nouveau livre, parce que tu en as écrit plein d'autres, et dont celui-là qui s'appelle « Présence créatrice, quand l'art révèle l'invisible en nous ». Et c'est un chouette livre. C'est un livre qui parle beaucoup d'art, de non-dualité, comment on peut amener aussi cette création, cette créativité en nous, via l'ego, voir comment ça se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que l'invisible a une porte d'entrée via nous pour pouvoir s'exprimer via le pinceau, via quelque chose de très créatif, et pas que au final, on va en découvrir dans l'interview. Mais en quelques mots, avec tout ce que tu as vécu, parce que tu as vécu plein de choses, qui es-tu en quelques mots maintenant, en fait, avec ces livres, avec tout ce que tu as vécu au final? Je dirais que je suis un être humain, comme tout le monde. Je suis venue vivre une expérience de vie, voilà. Et la mienne, bien, elle se fait dans un corps de femme, avec un pays de naissance, avec des circonstances qui sont les miennes, bien sûr, comme chacun d'entre nous. Et c'est une exploration tous les jours. Alors, mon exploration, bien, elle s'est dirigée vers l'art et vers l'accompagnement thérapeutique. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir écrire La présence créatrice, en fait? Alors là, c'est c'est un jeu, en fait. Il y a 1 an et demi environ, j'avais envie de créer une émission pour mettre en avant les talents des artistes. Et il se fait que Philippe Ferrer, sur sa chaîne, m'a proposé d'animer une émission. Et je lui ai dit, écoute, si tu me laisses carte blanche, ce qui était le cas, le thème, je l'ai tout de suite. Je vais faire une émission qui traite de l'art en lien avec la spiritualité. Parce que ma chaîne étant beaucoup plus petite, c'était vraiment une belle chance, en fait, de pouvoir la présenter à plus grande échelle. Donc Philippe était ravi, donc ça s'est lancé comme ça. Et du coup, sur ma lancée, je me suis dit, j'écrirais bien un petit article pour un magazine, voilà, une page ou 2. Mais il se fait que j'ai commencé à écrire. Et au bout de 5 jours, où j'avais écrit toute la journée, je me suis dit, en fait, t'as un livre, et là, quoi. Et donc, oui, j'avais plein de choses à explorer dans ces écrits. Et donc, j'ai rédigé, et puis j'ai laissé tomber, je suis revenue, j'ai remis dans un tiroir, je suis revenue, tu sais, pour le travailler, et que ça ait des temps de repos, de maturation entre-temps. Et puis, quand il a été terminé, je l'ai envoyé à une maison d'édition, et à ma grande surprise, 3 semaines après, le téléphone sonnait en me disant, on le publie. Mama Édition, c'est une édition qui me tient à cœur. Oui. Avec Tigrane et Mishka à l'époque. Ils sont toujours là. Hein. Oui. Voilà. Il y a Tigrane toujours présent. Oui. Et Mishka aussi. Toujours un plaisir de parler d'eux. Dans ton livre, on parle, quand même, dans l'axe principal de ton livre, on parle de la non-dualité. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, la non-dualité, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que la non-dualité au final? La non-dualité, c'est quelque chose auquel j'ai été amenée par les circonstances de ma vie. C'est un terme que moi non plus, je ne connaissais pas autrefois, mais de lecture en lecture, j'ai commencé à découvrir un chemin. Et oui, ça traitait de non-dualité. Alors, non-dualité, on entend non et duel. La dualité, c'est ce qu'on est en train de vivre sur cette terre. Il y a toi, il y a moi, il y a le micro, il y a la pièce, il y a les lampes. On est tous des objets séparés les uns des autres. Donc, on est dans un monde de dualité. Mais si on va dans un plan sous-jacent à celui-là, avant d'être ce personnage, avant d'incarner une histoire, on provient tous d'une même source qui est non-duel, qui est le un. Le un dont on provient tous, qui est notre essence pure, notre essence profonde, notre essence divine, on pourrait dire aussi. Voilà. Est-ce que la non-dualité nous permet aussi d'avancer dans notre compréhension, dans les expériences extérieures, en fait?
Dans la non-dualité, on va parler d'éveil et on va parler de réalisation du soi. L'éveil, c'est quand on commence à comprendre qu'on n'est pas que ce personnage, mais qu'on est beaucoup plus vaste que ça. On s'éveille, on ouvre les yeux sur quelque chose, sur une existence qui n'a pas vraiment un début ni une fin, qui est juste la vie qui se déploie. Et la réalisation du soi, c'est quand c'est vu, c'est-à-dire que c'est la conscience qui prend conscience d'elle-même. Et pour que ça se produise, il faut que le personnage disparaisse. C'est-à-dire que là, en étant Sandrine, en étant dans mon personnage, j'ai une histoire qui se vit avec un lieu de naissance, etc. Il y a une forme de ligne de temps qui est là. Mais à un moment donné, comme beaucoup de personnes qui s'intéressent à la spiritualité, on commence à s'ouvrir à autre chose, on prend conscience qu'on n'est peut-être pas fini, terminé au moment de la mort, mais que c'est juste un passage et qu'on a une existence qui est beaucoup plus vaste. Et puis, chemin faisant, il y a une forme de paix qui s'installe quand on constate qu'on n'est pas réduit à ce corps. Ça nous ouvre à une dimension plus importante. Mais la réalisation du soi, ce n'est pas de l'ordre de l'expérience du personnage. Parce que pour que ça se produise, il faut qu'à un moment donné, ce fameux ego qui représente la séparation d'avec les autres, il faut qu'il s'éteigne un moment. Et à ce moment-là, la conscience peut prendre conscience d'elle-même à travers le regard du personnage. Vraiment, le moment où ça s'est produit pour moi, j'ai disparu, je n'existais plus en tant que personne. Il n'y avait plus de moi séparé des autres. Il y a eu comme une fusion avec tout l'univers. Et je me suis rendu compte que j'étais tout l'univers. Et que le monde, parce qu'après l'image revient, on revient dans le corps, on reprend contact avec ce qu'on vit dans notre quotidien. Mais ça a été vu le temps d'un moment. Et ça change tout par rapport au regard que l'on a sur la vie. Là, je me suis rendu compte que tout ce qui se passe dans ma vie n'est qu'une projection. Et que je suis absolument responsable de tout. Je voudrais revenir vers le sujet principal de ton livre, c'est quand même l'art. Oui. Et je reviendrai un peu après sur les histoires d'ego, parce que je trouve que ça nous permet d'amener une compréhension de ton livre par rapport à la non-dualité. Mais il y a quelque chose que je veux revenir, c'est l'art, parce que ça fait partie de... La plus grande partie, c'est quand même l'art dans ton livre. Et donc, par rapport à toute cette dissolution de l'ego, à cette compréhension, est-ce que on a une possibilité... Est-ce qu'il y a quelque chose qui se crée avec l'art dans cette dynamique-là en finale? On va dire que les choses sont. C'est pas vraiment qu'on crée les choses, c'est qu'elles surgissent. Tout dans notre vie surgit, se propose, est une proposition qui intervient dans notre vie, qui surgit, vraiment c'est le mot. Et puis il y a qu'est-ce que j'en fais? Moi, personnage, qu'est-ce que je vais faire de ce truc qui surgit dans ma vie? Et là, il y a une forme de libre arbitre qui existe sur la manière dont je vais interpréter les choses et dont je vais les vivre dans ma vie. Mais ça surgit. Et au niveau de l'art, je me suis rendu compte que tout existe déjà, en fait. Il n'y a personne qui invente une couleur, qui invente une forme, qui invente quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est impossible, tout existe. Mais nous, dans l'art, donc chez les artistes, on capte et on le dessine ou on le met en musique, ça dépend un petit peu du média artistique, mais on est des capteurs d'idées. Mais on n'invente rien, on est juste en train de... Ça passe par nous, on va dire. Est-ce que l'art permet de capter cette invisibilité? C'est invisible, pas invisibilité, mais c'est invisible en fait. Oui, je pense que c'est l'invisible qui se manifeste par le biais artistique. Pas toujours. C'est vrai qu'il y a des œuvres qui sont déchirantes, vulgaires, qui montrent de la colère et des choses comme ça. On ne va pas dire que c'est
Enfin, dans le divin, on peut dire qu'il y a tout. Dans la non-dualité, il y a tout. Il y a les deux revers d'une même pièce. Mais il y a une manifestation qui apaise, qui élève, qui nous fait nous sentir bien. Il y a des œuvres d'art qui sont fantastiques pour la contemplation et qui nous amènent dans des états de béatitude vraiment prodigieux, si on prend le temps de les regarder. Il y en a d'autres qui peuvent créer un malaise. Il y a des œuvres d'art qui me gênent parfois. Mais là, c'est intéressant aussi parce que pourquoi ça vient me toucher? Qu'est-ce que ça gêne? Qu'est-ce qui n'est pas encore résolu dans mon personnage qui fait que ça a un impact sur moi? Donc, c'est pas mal aussi, en fait. Est-ce que moi, je prends souvent l'exemple dans le poste de radio, parce qu'en fait, on est récepteur d'ondes, parce que l'invisible, pour moi, c'est une onde vibratoire qu'on capte. Et nous, on est juste un poste de radio et on tourne. Est-ce que l'artiste se met dans une fréquence et en fait reçoit l'information? Et donc après, il y a son persona, qui est en train et ses mémoires, etc. Et donc tout ça se mélange avec lui pour faire quelque chose, une œuvre, quelque chose. Donc est-ce que c'est d'où ça vient, c'est le côté tourmenté quelquefois dans l'art? Pour lui, ça représente tout ça, donc c'est le surplus d'émotions qui en sort. Ou alors ça va plus dans le divin parce que c'est là où l'on est. C'est ça. C'est ça. Je ne pense pas que tous les artistes décident de leur fréquence, mais ça se manifeste malgré eux. Ça, oui. Parce que parce que je trouve qu'on reprend l'ego. Ouais. Si on reprend l'ego, c'est lui qui va amener cette volonté d'agir et cette volonté de mettre dans la matière au final. Oui. Et l'ego, qu'est-ce qu'il a? Lui, il est tout un rattaché à l'âme, à cette grande âme où il y a tout ce système de mémoire transgénérationnelle, de tout ce qui est ces mémoires en fait. Et au fur et à mesure, on doit les épurer, les harmoniser et même les accepter, toutes ces mémoires, pour avancer dans cette non-dualité. On ne doit rien du tout en non-dualité. En non-dualité, il y a pas « je dois ». Il y a « cela surgit, cela se vit » et c'est le fait de voir. C'est plutôt ouvrir les yeux. C'est plutôt ça qui est recherché. Enfin, et c'est même pas recherché, c'est que ça se produit. Par exemple, autrefois, si je me mettais en colère, si j'étais fâchée pour quelque chose, je pouvais ruminer, et voilà, et il m'a fait ceci, et elle cela, et quand même, là, là. Bon, et la rumination qui s'installe, et ça peut durer très longtemps. Aujourd'hui, la différence avec cet aspect non-duel, c'est que je vois la colère arriver, je vois les pensées de rumination arriver, je les vois. Et là, je peux leur dire « Oh, ça va, stop, j'ai vu, c'est bon ». Ce qui fait que je ressens toujours les émotions, mais elles ont moins de puissance. En fait, je ne leur donne pas de puissance sur moi. Je leur dis vite « Stop, je t'ai vu, c'est bon ». Donc, ça nous permet de retrouver un état de paix beaucoup plus rapidement. C'est un état paisible, sous-jacent, qui est là tout le temps. Parce que je reviens un peu dans l'art, hein, parce que j'essaie de revenir un peu, travailler sur cet art. Quand tu parles de ce livre, parce que tu fais un parallèle aussi, quelque chose où en fait avec l'histoire de l'art, etc., d'un coup on prend un tableau et puis on décrit ça va dire ça, cette émotion va donner ça parce que la pomme est là ou le geste est là. Et en fait tu te poses une question intéressante quand même. Est-ce que l'artiste à cette époque-là, à cet instant T, pensait déjà que s'il mettait sa main là, il aurait à avoir une éventuelle émotion extérieure de personnes qui puissent voir la toile ou qui puissent ou voir l'œuvre, hein, la statue, tout. Hein. Et je trouvais ça très intéressant parce que j'ai fait un peu d'histoire de l'art et après on décrivait parce que ça nous donnait ça, parce que c'était d'une certaine façon la position exacte. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe véritablement l'artiste à cet instant T. Est-ce qu'il pense toute cette construction ou pas du tout au final? Alors d'abord, je ne suis pas dans la tête des autres artistes, donc je bien, je ne vais pas m'aventurer sur un terrain qui n'est pas toujours le mien. Mais non, je pense que des fois, oui, bien sûr qu'on peut réfléchir à des choses. Il y a quand même des règles au niveau composition, etc. pour mettre en valeur un objet. Oui, bien sûr, ça peut entrer en ligne de compte. Mais parfois, je suis quand même surprise quand on voit les schémas qui ont été faits après par les historiens ou les critiques, etc., en art, avec des triangles, des cercles, des carrés, des machins, dans une composition, et tout a l'air de rentrer dans toutes les formes qui sont dessinées par-dessus. Et là, je me dis, ça me paraît quand même
un peu trop construit pour avoir été pensé de cette manière-là. Mais ça, c'est vraiment une opinion toute personnelle, hein. Je ne dis pas non plus que je détiens la vérité à ce sujet-là. Non, mais tu en parles dans ton livre, Oui, donc c'est oui, fait pour... oui. parce que j'ai trouvé ça, mais il y a une part de Ouais, vérité mais qui oui. sonne aussi dans tout ça, parce que c'est... je l'ai jamais vu, à part la suite de films Bonacci, où là, C'est on ça. voit vraiment... Mhm. ça se reproduit dans la nature, il y a vraiment quelque chose de Mhm. très... il y a beaucoup de logos qui ont été construits avec cette suite et qui créent un impact aussi sur l'œil humain. Mhm. Donc, il y a tout ça, en fait. Hein, donc, c'est... Ah oui, bien sûr, on peut s'en servir, on peut l'utiliser. Mais ce livre, tu vois, il n'est pas écrit comme une recette toute faite non, qu'il mais faut appliquer. C'est plutôt amener les gens à réfléchir, à ressentir, encore plus ressentir. c'est ça. Oui, oui. Je suis d'accord. Hein. Oui. C'est amener notre intuition en action dans notre vie de tous les jours, au final, Ça. dans ton livre aussi. Et notre intuition, c'est notre part invisible. C'est Voilà, ça. voilà. Donc, et d'où vient cette intuition, au final? Et ça, c'est ce que nous sommes. Si on écoutait souvent cette petite voix, on serait peut-être plus souvent en paix qu'on ne l'est, justement parce qu'on ferait confiance beaucoup plus en ce que la vie nous présente. Est-ce que cette intuition, au fur et à mesure, va nous amener de plus en plus aussi à ouvrir cette gratitude face à la vie? Hmm. Est-ce que l'intuition favorise la gratitude? Belle question. Ou est-ce que la gratitude favorise l'intuition? Oui, peut-être que dans les deux sens, ça peut se vivre. La gratitude, c'est un grand thème pour moi. C'est un thème de vie magnifique, quoi. Magnifique. Euh, j'ai vécu une période difficile et comme tout le monde, hein, on a des passages difficiles. Et vraiment, ce qui m'a aidé à en sortir, c'était la gratitude. On en discutait en off tout à l'heure, mais cette capacité de reconnaître toutes les belles choses qui nous arrivent à partir du moment où on ouvre les yeux le matin, oui, c'est extraordinaire. Comme on disait en off tout à l'heure, on parlait de la mort et on disait que quoi, parce que tu accompagnes les gens dans le deuil Mhm. et à sortir du deuil aussi. Et on disait, on ne sait pas, on ne sait pas qu'on va mourir au final. C'était pas le réveil du matin n'est pas un dû. Je disais ça en Oui, off tu disais ça, et c'est magnifique de dire ça. Oui, c'est pas un dû. et c'est quand on prend conscience que c'est pas un dû chaque soir en se couchant, nous pouvons plus se réveiller et partir rejoindre nos ancêtres ou dans ce recycle de l'âme. Et faut croire à la réincarnation, mais moi je crois à cette réincarnation où l'âme effectue un nouveau trajet sur la terre, revit des expériences et au fur et à mesure, on essaye d'avancer dans notre vie pour finir dans ce corps de matière, parce que le corps de matière permet de vivre des expériences, donc de créer des choses et d'avancer dans cette vie. Et toi, par rapport à tout ce que tu as pu prendre conscience de jusqu'à là où tu en es, est-ce que ça te parle ou c'est quelque chose encore qu'est-ce que ça t'anime, ce que je parle de tout ça? Je me suis posé énormément de questions parce que tu vois, à partir du moment où j'ai vu que, enfin, cette conscience m'a montré en fait que tout ce que nous vivons et croyons, etc., c'est du vent en fait, qu'on est comme plongé dans un rêve. C'est comme si on vivait une vie holographique quelque part, tu vois. Je sais qu'il y a des gens qui reprennent ce terme-là, mais ça, vraiment, ça a été vu. Donc, à partir de là, tout fait partie de l'illusion. C'est-à-dire que le monde de l'au-delà, les anges, les guides, la réincarnation, etc., tout existe d'une certaine manière dans différentes strates et différents plans, et en même temps, ça fait partie de cette illusion globale. On joue en fait. Tout à fait. On joue à la vie. Mais est-ce que la vie n'est pas déjà programmée? Alors, d'après ce que j'en perçois, on viendrait certainement dans un certain plan pour accomplir quelque chose. Enfin, accomplir, non, c'est pas le bon mot. Pour vivre des expériences, mais qui toutes ont pour but qu'on s'éveille un jour ou l'autre. Et en fait, la mission de vie de tout le monde, c'est la même. C'est de s'éveiller. C'est de retourner à cette source au plus proche de l'amour le plus pur qui soit,
Mais c'est ça notre mission de vie principale. Et autour de ça, oui, il y a des petites missions de vie, si on veut, qui se greffent là-dessus. Il y en a un qui sera pâtissier, qui va faire des délicieux petits gâteaux pour les gens. Et puis un autre qui sera thérapeute et qui va soigner peut-être les problèmes, aider les problèmes des gens. Mais ça, c'est secondaire, tu vois. Le truc principal, il n'est pas là. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce que l'on est et de se souvenir de cette essence profonde qui nous habite. Donc, on revient toujours à cet amour inconditionnel, Oui. à cette source qui est de tout, qui n'a plus de jugement, qui est dans la non-dualité et qui est dans cet axe. Oui. Et qui pour moi est même un degré encore au-dessus de ça, c'est-à-dire que c'est la neutralité. Tout à fait. Parce qu'il n'y a plus de conscience. En fait, c'est l'humain qui crée cette conscience du jugement, de oui, du non. Ah bah oui, évidemment. Comme le temps. C'est encore Voilà. une histoire aussi. Oui. Oui. L'homme a créé le temps pour se repérer dans l'espace. C'est dans la dimension terrestre, en fait. En tout cas, on le vit. Ben oui, dans cette dimension, c'est clair qu'on le vit. On sait qu'on a eu 20 ans et puis qu'un jour, on en a 60. Ça, c'est clair et évident. Mais quand on est dans des états méditatifs profonds, on peut retrouver des espaces où justement, c'est un non-espace et un non-temps. Et donc, si on reprend la vie, etc., est-ce que on a un libre arbitre dans chaque situation qu'on vit? Est-ce que c'est comme si on dit, entre guillemets, la vie est programmée? Est-ce que chaque situation est déjà pas pré-programmée pour qu'on puisse la vivre? Et en fait, qu'on se pose des questions, est-ce que c'est bien d'aller dans cette direction-là? Est-ce que c'est bien de se prendre ce chemin-là? Mais au final, est-ce qu'il y a un choix? Ah non, je ne sais pas, je te laisse répondre. Moi, j'ai pas l'impression qu'on a vraiment le choix, tu vois. Encore une fois, ça surgit, ça se présente à nous. Par contre, on a un choix, c'est qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais réagir à ce qui se produit? Et là, une fois que les choses sont intégrées, sont acquises, on n'a plus besoin de revivre certaines expériences. Moi, je prends souvent l'image, tu vois, d'un labyrinthe. Un labyrinthe, tu as plein de chemins qui vont mener à la sortie. Hein. Alors, tu peux prendre beaucoup de chemins, beaucoup de bifurcations, et puis ça va être pénible d'arriver jusqu'à la sortie. Et puis, tu peux prendre des chemins plus courts, peut-être, qui vont t'éviter certains détours inutiles, parce que, voilà, le chemin le plus rapide se dessine devant soi et on le prend, quoi. Mais pour ça, il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit compris. Sinon, les leçons, ben oui, elles se répètent. D'ailleurs, même en psychologie classique, on voit ça. Hein. On voit qu'il y a des personnes, par exemple, au niveau du couple, tu es en échec avec quelqu'un. Bah, si tu ne soignes pas, si tu réfléchis pas au comment, du pourquoi, tu reprends ton sac à dos et tu vas revivre exactement la même histoire avec le suivant ou la suivante. Quoi. Donc, oui, il faut tirer parti des leçons pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Derrière moi, j'ai entendu comme quoi le premier mariage, on se marie avec sa mère. Le deuxième mariage, on se marie avec l'opposé. Et le troisième mariage, on vient avec les deux. On se marie plus. On se marie avec les deux. Ouais. Mais tout à fait, je pense aussi que chaque situation est bonne à prendre pour qu'on puisse progresser. Progresser entre guillemets, hein, c'est de prendre conscience de nos blessures, nos mémoires qu'on doit harmoniser avec nous-mêmes au final. Il y a une part, oui, à harmoniser, puis il y a des blessures qui laisseront toujours des cicatrices. Et c'est pas un problème non plus, ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de l'histoire de notre personnage. Ben oui, il a ses points faibles, ses points de vulnérabilité, et c'est OK. Le tout, c'est de le voir. C'est ça. Et donc, après, comme tu le dis, dans chaque situation, c'est est-ce que je me fais happer par l'émotion qui en joue en face de moi de la situation, ou je dis non, je prends pas cette émotion, je sais que ça m'appartient plus parce que j'ai travaillé, j'ai pris conscience de certaines choses en moi, et donc d'avancer et dire ok, comment je peux amener à autre chose. Et c'est là la question qui me vient. On parle de créativité. Dans notre vie, on a des expériences, comme on revient. Est-ce que cette intuition qu'on arrive, est-ce qu'on ne peut pas avoir aussi l'intuition, mettre de la créativité et mettre de cette volonté d'agir pour travailler sur la problématique qu'on a ou quelque chose qui nous vienne, et on met toute notre créativité déjà à l'intérieur de nous pour sortir de cette situation qui nous bloque. Mais alors, il faudra avoir la capacité de contrôler cette créativité. Or, il y a beaucoup de gens qui disent mais moi, je ne suis pas créatif du tout. Moi, j'ai pas d'imagination. Je ne peux pas. Bon,
Écoute, c'est vrai qu'il y a des prédispositions peut-être plus chez certains que chez d'autres, je ne sais pas. Peut-être que ça se travaille aussi, ça s'explore. Puis, il n'y a pas que le dessin. On peut être créatif en faisant de la cuisine ou en faisant du jardinage, peut-être. Tu vois, il y a plein de formes qui sont créatives, hein. En C'est fait, ça. non, c'est pas que ça se travaille. Est-ce que dans Est-ce une que... situation qui nous arrive dans notre vie de tous les jours et qui on a un blocage dans notre vie, Ah oui. est-ce qu'il n'y a pas aussi à cette écoute un peu Mm. d'intuitif et dire mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment on peut procéder pour résoudre cette problématique et à place de s'enfermer dans quelque chose où on dit j'arriverai pas, c'est pas bien, je suis démoralisé. Et là, d'un coup, de mettre tout ce côté un peu intuitif, féminin, on peut dire aussi ça, que la créativité peut-être est plus féminine, plus dans son yin. Et donc après, d'amener cette volonté masculine, un peu yang, pour sortir mettre tout ça en action pour sortir de cette problématique. Ça serait top, hein. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir aussi d'où vient le problème. Je sais pas ce que toi tu vis en tant que thérapeute, mais moi je trouve que le truc le plus fréquent qui arrive en tout début, c'est la faute de l'autre, quoi, ou c'est la faute du monde. Et donc la première chose, c'est de prendre conscience que justement, comme j'ai cette vision que tout est projection, ben, que ce qui se produit dans nos vies n'est jamais qu'un reflet de la manière dont on se comporte avec ces choses ou avec les autres. Et ça, c'est difficile, c'est le premier pas, hein, c'est de reconnaître que c'est soi, c'est avec nous-mêmes qu'on doit travailler, qu'on doit faire quelque chose, qu'on doit. Et encore le on doit, je le mets toujours entre parenthèses parce que des fois, on ne doit rien du tout, hein. Je suis d'accord avec toi. On ne doit rien du tout, entre guillemets. Hein. Voilà. C'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Pour moi, c'est vraiment le voir. Tu vois, à partir du moment où les choses sont vues, je pense que les changements, ils arrivent tout seuls. Parce que si je vois que toi et les autres, on provient tous de la même source, comment je pourrais encore avoir envie de faire du mal à quelqu'un? Comment je pourrais avoir envie de critiquer, d'être intolérante, d'être méchante, etc. Si l'autre, c'est moi, quelque part, je vais quand même pas aller me tirer une flèche dans le pied, quoi, tu vois. Donc, il y a des choses qui se font naturellement. Ouais, pour moi, je trouve que c'est un chemin plus simple à partir du moment où on veut bien ouvrir les yeux. Ça veut dire qu'il faut être OK avec ses propres failles, qu'il faut accepter de les regarder en face aussi. C'est pas toujours agréable, on n'a pas toujours envie de voir ça. On préfère voir nos qualités et tout ce qu'on fait de bien. Mais si on veut bien ouvrir les yeux, encore une fois, le changement, il va s'opérer naturellement. Donc, en grande partie. Ouais. C'est aussi d'accepter d'accepter et de dire merci à nos pardons aussi. Oui, merci au pardon des autres aussi, parce que c'est quand les autres nous irritent qu'on peut se poser la question, tiens, si ça ne me plaît pas, qu'est-ce que ça reflète en moi que je ne veux pas voir? Et grâce à ce qu'on n'aime pas chez l'autre, on va peut-être ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas en nous et qu'on n'a pas envie de voir. Je dis souvent comme quoi c'est des mémoires qu'on n'a pas suffisamment travaillées et d'un coup, moi je pars que l'ego a un rôle qui doit être joué dans cette vie-là et plutôt que il doit prendre conscience, c'est comme il a apeuré en fait, donc il a apeuré, donc il va se dans son émotionnalité, dans sa réaction. Et si d'un coup l'ego prend conscience de cette blessure qu'il a en nous par rapport à la situation, et ben l'ego va se dissoudre par rapport à cette problématique. Donc il sera plus présent, mais il sera là avec nous quand même, parce que on a un besoin quand même pour agir, pour donner sa carte de visite. Quand on a besoin d'un élan, c'est aussi l'ego qui doit amener cet élan. Pour moi, je fais une distinction entre l'ego et le mental, tu vois. Ouais. Mais je rejoins tout à fait ce que tu dis là. Pour moi, le mental, il est nécessaire. Je ne sais pas faire 1 + 1 = 2 si mon mental ne se met pas en route. Donc, il est nécessaire. Pour moi, l'ego, c'est pas l'ego comme on le voit en psychologie ou en religion. C'est l'ego, le fait d'être séparé des autres, ce sentiment de séparation et qui naît de la peur, comme tu l'as si bien dit, et qui fait que ça va engendrer plein de comportements pour se protéger des autres. Et je reviens toujours un peu quand même à l'art. Est-ce que l'art peut guérir par rapport à simplement en observant, par rapport à quelque chose, ou d'un coup prendre conscience de quelque chose en nous, par rapport à une émotion, par rapport à un vécu, rien que voir une statue ou une représentation, un dessin, une peinture, une photographie, est-ce que ça peut aussi nous ramener en nous, à l'intérieur de nous, et travailler sur quelque chose?
Et j'aime bien cette idée de nous ramener à nous. Le mot guérir, je le mets entre parenthèses parce que qui peut guérir quelqu'un d'autre? Je pense on a tous un pouvoir d'auto-guérison et qu'il faut le mettre en route soi-même pour que ça fonctionne quelque part. Et encore, il faut, ça serait une intention voulue. On en revient toujours à ce qui surgit, à ce qui se présente à nous et comment on va le gérer. Mais oui, il y a des œuvres d'art qui ont quand même une grande puissance, qui vont nous toucher. Euh, dans les interviews d'artistes que j'ai menées, il y en a quand même qui m'ont expliqué ça, que des gens s'étaient mis à pleurer devant une de leurs toiles tellement elles avaient eu un effet sur eux. Donc oui, mais je pense que ça, ou la musique, ou n'importe quoi qui est beau, qui fait appel à quelque chose de supérieur, peut-être à notre quotidien, tu vois, qui va toucher à quelque chose. Comme la beauté, c'est quelque chose d'universel. On ne sait pas bien définir ce que c'est que la beauté, mais on le ressent, on sait ce qui est beau. Tout le monde sait ce qui est beau. On voit une image, on sait si c'est beau ou pas beau. On entend une musique, on sait si elle est belle ou pas belle, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Mais ça, ce sont des choses qui nous élèvent, effectivement. Et quand ça vient nous toucher, ça vient sans doute réveiller quelque chose à un endroit bien précis de la personne. Et c'est là qu'il faut être à l'écoute de son ressenti. Parce que si on va trop vite, on passe outre de ça et de cette révélation sur nous-mêmes. Et en fait, ça me fait d'un coup, quand j'entends tout ça, il y a le corps. Le corps. Ah, le corps. Le corps, pour moi, c'est le diapason de notre être intérieur. C'est un diapason, quand on fait ding, ça vibre en nous. Et on sent que la situation est juste, il y a quelque chose de justesse, il y a quelque chose qui nous fait vibrer. Et on oublie souvent ce corps, en fait. On dit, comme s'il était posé à côté. On ne prend pas soin de lui, on ne mange pas correctement, voilà. Et donc, plus on prend conscience de ce corps, parce que je pense c'est une clé dans cette créativité aussi, le corps. Mais c'est extrêmement important, extrêmement. Tu vois, quand on commence à toucher à la spiritualité, on a tendance à se détacher du corps et on est peut-être un peu trop dans les étoiles. Et puis, le tout, c'est de ramener ce qu'on a vu dans les étoiles, mais de le ramener dans le corps. Et le corps, aujourd'hui, je sais que c'est un merveilleux outil. C'est mon meilleur ami sur cette terre, en fait. Parce que c'est vrai que c'est par le corps et par les émotions que l'on ressent qu'on va savoir si c'est juste, pas juste, si on continue, si on arrête. C'est vraiment un excellent indicateur. Donc, les émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, c'est toujours un indicateur. Et c'est merveilleux. C'est vraiment notre instrument. On a notre propre guidance avec nous au quotidien, à chaque minute. Le corps, pour moi, c'est vraiment, même quand on a une intuition et si notre corps tout entier vibre. Alors, il y en a qui ont, ça peut être la chair de poule, ça peut être la chaleur, du froid, plein de sensations différentes dans le corps et qui va nous permettre de dire c'est juste, ce que je ressens, c'est juste. J'apprends vraiment de plus en plus à vivre en harmonie avec ce que le corps me dicte. Ouais. Et simplement, parce qu'il y a une partie de ce que j'entends, la méditation, on peut partir facilement dans les étoiles, d'aller chercher sortir de son corps, entre guillemets. Et donc, mais plus on intègre notre corps avec toute notre présence, plus on peut encore accéder à notre niveau de conscience, à notre dimension, beaucoup plus grand que nous encore, parce qu'on a attaché notre corps physique avec nous. C'est ça. C'est ça. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'ancrage, et d'ancrage en disant c'est le corps, il faut l'ancrer, il faut être dans la matière. On donne souvent l'image des racines qui partent des pieds. Et un jour, je me disais, bon, c'est pas mal comme truc, je ne veux pas dire que c'est pas bien, mais pour moi, l'ancrage, c'est plus que ça. C'est cette présence qu'on vient ressentir au plus profond de soi. Et pour moi, l'ancrage, c'est véritable, c'est ça. Le corps, on est dans la matière. On ne peut pas s'envoler. On est bien stable sur Terre. Il n'y a personne qui peut décoller. Donc, on est ancré dans la matière. Mais ce qu'il faut, c'est ancrer cette présence dans le corps, dans la matière. Et ça amène à un autre niveau, effectivement. Il faut habiter son corps. L'habiter, être en présence. Et cette présence, on peut la sentir dans le corps et on peut la sentir quand parfois on est dans des états hypnotiques ou méditatifs où on perd cette notion du corps, mais on ressent toujours cette présence. En fait, la présence,
c'est ce qu'on est si on enlève tout le reste. Si on enlève ton prénom, si on enlève ton métier, si on enlève ton aspect, si on enlève tes qualités, tes défauts, ton âge, ta taille, etc. Si on enlève tout ça, qu'est-ce qui reste? Il reste la présence. Parce que cette présence, cette vie, elle est toujours là. Mais on peut vraiment aller à un dépouillement de plus en plus profond et arriver à cette essence de ce que l'on est. Mais dans la vie de tous les jours, si on a cette essence à l'intérieur du corps, alors les deux peuvent s'harmoniser et ça donne une dimension encore beaucoup plus grande à la vie, beaucoup plus intéressante. Est-ce que le corps, encore, revenir, est-ce que ça nous donne une possibilité de créer vraiment d'autres choses aussi, avec en termes artistiques, hein. Quand on habite notre corps, est-ce que d'un coup, la matière se transforme plus facilement, on va dire, pour un sculpteur ou un peintre avec de l'aquarelle ou de la gouache, etc. D'un coup, quelque chose, est-ce que d'un coup, plus on habite notre corps, plus ça se transforme et ça se transmet à ce qu'on crée? Ah oui, je pense bien. Il y a deux aspects dans ce que tu dis là. Si je prends le cas d'un danseur, par exemple, forcément, lui, le corps, c'est la manifestation de son art. Il ne peut pas faire autrement que d'habiter ce corps et d'avoir une présence absolue. Parce que je peux te dire que faire des pirouettes, danser sur un pied et faire des tours comme ça, si tu n'as pas ton centre de gravité, cette présence bien, bien stable, c'est impossible à faire, quoi. Donc, oui, leur présence, elle est très, très forte à ce moment-là. Mais si je prends la peinture, qui est plus le truc dont je peux parler à l'aise, puisque c'est ce que je pratique, quand je prends mes pinceaux, il y a comme un vide qui est là, un vide dans lequel tout peut arriver. Et il m'arrive vraiment souvent de peindre sans savoir ce que je vais faire. Je commence et je ne sais pas du tout ce qui va arriver. Et parfois c'est abstrait, parfois c'est des animaux, parfois c'est des visages, je ne sais pas. Ça arrive. Et ça n'arrive que à partir du moment où je fais vraiment taire le mental et que je suis uniquement dans cette présence qui se manifeste. Alors parfois, je peux aussi jouer en tant que Sandrine et me dire « Tiens, aujourd'hui j'ai envie de dessiner une maison avec un cerisier, hein, pourquoi pas ?» Mais c'est toujours mieux si je lâche les pensées et que je laisse surgir ce qui arrive. Ça, c'est quand j'étais photographe à l'époque et graphiste aussi. C'était la page blanche. Et après, d'un coup, on amenait une image. Je faisais beaucoup de photos de montage et de retouches photos. Et d'un coup, en fait, hop, on mettait ça. Et puis d'un coup, ça créait l'histoire que je voulais raconter dans ma photo. C'est ça. Et je lâchais le mental. Au début, c'était ça. Après, et on se raconte. Il y a toute une histoire qui se raconte au final dans ce qu'on fait. Oui. Et qui vient m'impulser cette histoire-là? Ça revient toujours à la question. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment laisser arriver ce truc du plus grand que nous, en fait, hein, du plus grand que notre personnage, mais qui vient et qui se dépose sur le papier ou qui devient une jolie mélodie. Tous les artistes ont ces instants d'inspiration et ils ne savent pas dire d'où ça vient. On ne sait pas d'où ça vient, en fait. Mais ça vient. C'est comme les pensées. Hein. Tout à fait. Les pensées. Moi, j'adore quand les gens disent « Moi, je maîtrise mes pensées. » Ah oui, qu'est-ce que tu vas penser maintenant? Il n'y a personne qui peut répondre à ça parce qu'on ne le sait pas. Non. Ça surgit. Ça surgit, mais aussi après, je dis que souvent, ces pensées-là peuvent être aussi bien positives dans la créativité, dans l'élévation. Après, il y a des pensées aussi qui amènent plus dans ces petites trous d'hamster où d'un coup, on est dans le vibratoirement, on diminue. Qui amène ces pensées? Ah, bah, j'aime bien l'idée de la roue du hamster parce que c'est tout à fait ça. Hein. Tant que tu tournes dans la roue du hamster, c'est les pensées, c'est le mental, c'est l'ego. Et le tout, c'est de sortir de la roue du hamster. Et là, tu es dans la conscience. Dans cette créativité. Bah oui. Mais d'où proviennent tout ça? Pourquoi d'un coup, on a cette sensation où le mental devient dans cette roue d'hamster et d'autres, on arrive vraiment à se connecter avec cette énergie qui est bien plus grande que nous? À mon sens, c'est la peur ou l'amour. C'est-à-dire que tant que tu vis des états de séparation, c'est le mental qui prend le dessus et qui veut commander, qui veut contrôler, qui veut dire c'est moi qui ai eu cette bonne idée, qui veut, tu vois, c'est le mental, quoi. Et donc il est sujet à la peur puisque c'est de là qu'il est construit, la peur de la séparation. Ou alors tu te libères de tout ça
tu fais confiance, tu t'ouvres à la vie, tu accueilles ce qui vient, et là, tu es dans la pure conscience, et tu es dans la paix et dans la joie. C'est toujours l'un ou l'autre. Il n'y a pas 36 états, en fait. Si on réfléchit bien, il n'y en a que 2. Tout découle ou de la peur ou de l'amour. À un moment donné, j'ai travaillé, j'ai fait des stages sur la peur, etc., pour apprendre ce mécanisme-là. Et la peur, c'est un frein. Oui. Si on freine, en fait, on est dans cette compréhension-là que tout ce qui est l'amour, etc., c'est le moteur, en fait. C'est celui qui va nous faire avancer, c'est celui qui va nous donner la volonté aussi, dans cet agir. Mais je dis souvent, il y a quelqu'un qui me disait un jour, mais si tu as peur, tu es au lit, au chaud, etc., et tu n'as pas fermé ta porte, ou tu as une sensation de ne pas avoir fermé ta porte, d'un coup, ça crée des schémas répétitifs. Oui, il y a quelqu'un qui va arriver, etc. Lève-toi simplement et ferme ta porte, vérifie. Et d'un coup, tout disparaît, en fait. C'est ça. Et la plupart des peurs, il suffit de les traverser pour ne plus avoir peur. Et c'est intéressant de comprendre ce mécanisme-là, qui est qu'est-ce qui est ton désir au final, au fond de toi. Tu as une peur, qu'est-ce qui te désire? Qu'est-ce que tu désires? Parce que la peur, il y a un désir derrière tout ça. Et si on accède au désir, d'un coup, la peur disparaît. Ou il disparaît pas, mais ça nous permet d'avancer et d'aller de confronter à cette peur, en fait. Alors, il y a toujours 2 plans. Dans le plan du personnage, à nouveau, peur, désir, ça existe. Dans le plan non-duel, ça n'existe pas. Mais oui, on peut jouer avec les 2 de toute façon. On est là pour jouer, donc amusons-nous, quoi. Pour l'instant, j'en ai pas connu beaucoup. Il y a Bouddha, il y a Sakyamuni qui a vraiment réussi à sortir de cette non-dualité. Cette non-dualité, on en parle longtemps, c'est quelque chose de constructif. C'est aussi tellement abstrait. Il y a une partie abstraite de cette non-dualité, je trouve, dans notre vie de tous les jours, en fait. Qu'est-ce qu'il faut amener, où on en est. C'est simplement vivre ce qu'on a à vivre, chaque instant T, et après, on avance. C'est ça. En fait, tu vois, quand on est dans ce chemin, et ça a été mon cas, j'ai lu tous les livres, j'ai écouté toutes les conférences, vraiment, il fallait que j'arrive à quelque chose. Et puis au final, tu te rends compte qu'il faut arriver nulle part, parce qu'on y est déjà. La conscience, elle ne se trouve pas, elle est là. On est dans la conscience, on ne peut pas être ailleurs. La seule chose qui s'est passée, c'est que ça a été vu. Tu vois? Mais en fait, après, la vie, elle redevient ce qu'elle était avant. On continue à manger, à faire ses courses, à surveiller les devoirs des enfants. Enfin, tout reste exactement identique. Mais il y a cette dimension du fait que ça a été vu qui vient alléger les choses. Ça devient moins dramatique tout à coup. Tout ce qui se passe dans la vie, oui, ça peut nous affecter. Bien sûr, on peut perdre un proche, on peut être malade et c'est pas toujours des choses agréables à vivre, bien sûr. Mais en arrière-plan, la paix est là et tout va bien en fait. Tout va bien. Et tout va bien même quand ça ne va pas. Tu vois, on peut vivre des choses qui ne sont pas toujours joyeuses, qui sont difficiles, mais en dessous, il y a quand même cette sécurité, cette paix qui est là. Et donc, ça nous permet de traverser les choses d'une manière moins dramatique. Ça ne veut pas dire moins difficile toujours, mais moins dramatique au final. C'est la dimension qui change. Et la question qui me vient par rapport à ce que tu me dis, oui. Est-ce qu'on est obligé de souffrir pour intégrer des choses? Eh bien, quand on ne souffre pas, on ne se pose pas de questions. Ça a été mon observation, je veux dire en général, des autres et de moi-même. C'est parce qu'on souffre qu'on cherche à en sortir. Alors, ça ne me paraît pas être une nécessité absolue, la souffrance, mais c'est le chemin qu'on emprunte en général pour arriver à changer quelque chose. Tant que tu souffres pas, tu fais rien. Les gens, s'ils ont un emploi, une famille, ils partent en vacances, tout va bien. Pourquoi ils changeraient quelque chose? Ça va alors. On continue. Oui, là, on trouve. Oui. J'entends ce que tu me dis, mais là, je trouve que quand ton exemple me dit, ok, ils sont dans les ornières, ils ferment les yeux, et puis ils avancent dans un tunnel. C'est ça. Et la plupart du temps, je dis, comme les chevaux, on ouvre les œillères, et là, on voit 360 degrés. Et là, on voit comme quoi il y a bien plus grand que... quelque chose de bien plus grand que nous.
et qui nous habite, qui nous anime dans notre vie. Et je regarde quand même, dans ma façon de vivre, dans ce que j'ai vécu, dans ce que tu as vécu aussi, il y a eu un point central, quoi. Il y a eu un choc, Mhm. plus ou moins dur. Mhm. Quelquefois, ça peut être très, très dur, où on est obligé de faire face à cette réalité-là et d'ouvrir ses œillères, en fait. C'est ça. Et après, la souffrance diminue, n'est plus la même parce qu'en fait, on a pris conscience que philosophiquement, comme tu dis, à l'intérieur de nous, on a pris une compréhension comme quoi c'est bénéfique pour nous. Donc, on n'est plus dans le même level. C'est ça. S'il y a un level. Mais, et en fait, je me pose la question si cette première souffrance qui nous arrive, ce cycle de vie d'un coup, où pouf, on est vraiment anéanti, on est vraiment en bas, pour essayer de toucher le fin fond de Mhm. cet espace en bas pour remonter et retrouver un peu d'oxygène en fait. Et Tout est possible, ça dépend ce qu'on va en faire. Il y a des gens qui tombent et qui ont beaucoup de mal à se relever, et puis il y en a d'autres qui vont le faire. Il n'y a pas un chemin unique. c'est ça la beauté et la richesse de la vie, je dis. Mhm. Et que chaque être est différent et qui vont amener chacun leur propre compréhension de ce qu'ils vivent. Et c'est ça qui nous fait notre richesse de vivre ensemble en fait. Oui, et ça rejoint un peu ton programme là, de réincarnation, parce que si tu n'as pas compris dans celle-là, bah, ça sera pour la suivante, Ouais, tu vois. ouais, Donc, et- donc il y a aussi, c'est ça aussi qui rend les choses plus légères, tu vois. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. T'as ouais, réussi ton année, c'est bien, tu dois la doubler, eh ben c'est pas grave, quoi, tu vois. ouais. Mais bon, ça c'est faut déjà avoir. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. J'ai une question par rapport. Qu'est-ce que je sais que tu fais des méditations aussi guidées, tu fais de l'hypnose. Dans le livre, il y a une magnifique méditation qui se Mhm. propose avec un QR code qui est génial aussi, qu'on peut tous se faire. Et après, il y a une petite, des petites questions et tout ça à remplir. Il y a dans la fin du livre, et c'est juste génial de faire. J'adore faire ces petits exercices, ça amène des compréhensions de soi, d'amener aussi. Tiens, j'ai pas pris ça encore. Voilà, ça fait des petits rappels. Euh, mais est-ce que tu as un exercice à proposer aux auditeurs ou qui nous regardent Oh, ou pas un j'en ai exercice ou plein, plein, oui, 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 quelque plein, chose. plein. Écoute, le plus simple des trucs, mais qui permet déjà de prendre conscience de ce que c'est juste d'inspirer, d'expirer, et juste dans l'intervalle entre les deux, de prendre conscience de cette absence de pensée à ce moment-là. Si on inspire, on expire, on compte 1, 2, 3, il n'y a pas de pensée. Alors, il y a quelqu'un de célèbre qui a dit « je pense donc je suis ». Et là, moi, je suis en train de vous prouver que si vous ne pensez pas, vous êtes toujours là quand même. Mais Et, sans le mental qui nous pourrit la vie, tu vois. Juste dans la tranquillité intérieure. c'est le focus en fait. Ouais. Mais ça se fait naturellement parce que le fait de porter son attention sur le vide entre inspire et expire permet d'être dans un espace où il n'y a pas de pensée, pas de temps, pas d'espace, il n'y a rien. Rien. Mais c'est un vide rempli de tout. Mm. Et c'est court, mais ça donne un tout petit aperçu de ce que c'est. Et la question que je pose à tous les intervenants, c'est le webzine de la conscience. Et la question, c'est qu'est-ce que pour toi, on en a parlé un peu dans les différentes conversations, d'échanges, qu'est-ce qu'est la conscience? Comment tu la vis dans la vie de tous les jours et comment tu l'appliques dans ta vie de tous les jours, en fait, cette conscience? Bien, comme je te disais tout à l'heure, dans un premier temps, j'ai cherché, j'ai lu et dévoré, etc. Et puis là, j'en suis revenue à beaucoup plus de simplicité. Et ce que j'adore vraiment maintenant, c'est de voir tous ces gens qui ne parlent absolument pas de spiritualité, qui sont pas du tout dans ce trip-là, mais qui ont un cœur qui déborde de générosité, de bonté, d'amour. Et je me dis toujours, waouh, ceux-là, ils sont au cœur de cet amour, ils s'en rapprochent vraiment, mais sans théorie, sans essayer d'eux, sans croire qu'ils sont supérieurs à quelqu'un d'autre, sans s'imaginer qu'il y a des paliers dans la spiritualité à atteindre. Ils le vivent d'une manière vraiment naturelle. Et je suis toujours reconnaissante de voir ça, étonnée, curieuse.
Et je trouve ça magnifique, en fait. Et pour moi, un être profondément spirituel, c'est ça. C'est pas avoir des connaissances, des savoirs théoriques. C'est pas savoir utiliser les pierres ou la sauge pour nettoyer un lieu. C'est pas essayer de prêcher la bonne parole aux autres. C'est le vivre par le cœur. Et les gens qui me touchent là actuellement vraiment beaucoup, c'est tous ceux qui ne parlent absolument pas de spiritualité, mais où tous dégagent d'eux. Et là, je me dis, eux, ils ont compris, alors qu'ils ne savent même pas ce qu'ils ont compris, mais ils le vivent. Ça, c'est beau. On revient toujours à quelque chose de fondamental, hein. Cet amour, cette gratitude, en fait. Et on prend conscience que l'autre existe et de prendre conscience aussi que cet amour, par chaque parole qu'on dit, dans ce qu'on acte, chaque geste, si on le fait dans la conscience et dans cette bienveillance, l'autre, ça peut aussi l'illuminer juste par un geste, par un bonjour, par un sourire. Et juste ça amène aussi dans une dynamique de toujours, qui a une énergie qui est bien plus grande que nous, en fait. Et c'est cette simplicité-là, moi, qui me touche, tu vois. Maintenant, je dirais que c'est ça. J'en ai fini de chercher, de lire. Enfin, si, je peux encore le faire par plaisir, parce que, voilà, un auteur que je connais, il a écrit un livre, c'est chouette à lire, bien sûr. C'est un plaisir de lire. Mais il n'y a plus cette recherche de savoir pour être. Maintenant, c'est être en présence un maximum de temps, de fois, de conscience, tu vois. Toujours revenir à ça. Juste 10 secondes par-ci, par-là dans la journée, en étant fort à l'écoute de tout ce qui se passe autour de moi, toujours revenir à cette présence. Et là, il n'y a pas de jugement, c'est cool, c'est tranquille, tout va bien, quoi. Tout va bien. Ça, c'est merveilleux. Et dans tout ce que je fais, c'est ce à quoi j'essaie d'amener les autres, tu vois. Quand quelqu'un vient, parce que, comme je traite souvent les deuils, c'est vraiment une joie pour moi quand je vois, qu'on comprenne le mot joie. Je suis pas contente de voir une personne pleurer, mais quand une personne a rendez-vous avec moi et qu'elle s'effondre, qu'elle pleure, et que je me dis, allez, elle est là, c'est chouette, je vais peut-être pouvoir lui transmettre quelque chose, et que je vois cette personne repartir en étant apaisée, je me dis, waouh, c'est merveilleux quand même de pouvoir transmettre ça. C'est ça le plus beau, en fait. Et pour moi, donc, c'est vraiment une joie de transmettre ça, de transmettre non pas de la théorie ou des recettes, mais d'amener l'autre à vivre cette expérience, à le vivre par soi-même. C'est vraiment de la transmission, tu vois, et que ça devienne quelque chose que l'autre s'approprie, qui va pouvoir faire tout seul, sans avoir besoin d'être accompagné indéfiniment, quoi. Ça, c'est magnifique, magnifique, quoi. Et donc, que ce soit en accompagnement comme ça, ou par des œuvres d'art, ou le fait de... J'adore mettre en lumière les autres dans les interviews aussi. J'adore quand j'ai des artistes et qu'on peut parler de leur travail et qu'on peut montrer toute la beauté, toute la richesse de ce qu'ils font, de ce qu'ils transmettent aussi. C'est magnifique, quoi. Pour moi, c'est vraiment la transmission qui compte. C'est vraiment ce mot-là, je pense. Et tout, évidemment, transpire de la non-dualité, puisque c'est le fondement de ce que je suis maintenant. Je ne peux plus faire comme si ça n'avait pas été vu, tu vois. Ça a transformé complètement ma vie, ça m'a complètement apaisée, et je me réjouis de le transmettre. Maintenant, il y a des gens que ça n'intéresse pas du tout, qui n'ont pas envie d'entendre, et c'est pas un problème non plus. Encore une fois, chacun son rythme, et c'est très bien comme ça. Est-ce que c'est sympa, pas simplement quand on a ce savoir en nous, parce qu'il est à l'intérieur de nous, c'est un savoir qui est intégré en nous, c'est pas juste de le pratiquer dans notre vie de tous les jours et de le transmettre après. Le fait que ce soit juste, ouais. Tu demandes Tout, en fait. Tout, en fait, c'est toutes nos lectures, tout ce qu'on a pu lire, tout ce qu'on a pu vivre, c'est de l'intégrer. Donc, ce savoir, c'est de l'intégrer en nous. Et après, c'est pas de le transmettre d'une part, mais c'est surtout de l'expérimenter dans notre vie de tous les jours. Oui, mais tu vois, en le vivant, tout simplement. Quand on est une personne apaisée et que juste par notre présence, on peut créer de la paix autour de nous, que les gens se sentent bien, il n'y a pas besoin de long discours, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste être là suffit. Et ça, c'est magique. Tu vois, quand juste par la présence, on peut aussi amener quelqu'un à ne plus avoir mal à la tête, par exemple,
ou des trucs comme ça, sans devoir rien dire, sans devoir rien expliquer. C'est juste que c'est en train de se faire. Moi, j'adore ça. J'adore. Et j'ai plus besoin de convaincre, j'ai plus besoin de parler à des gens qui n'ont pas envie ou d'étaler des trucs que j'ai appris. J'ai vraiment, vraiment plus besoin de ça. Ma joie, c'est plus de les observer, de voir ce qui se dégage de beau, et puis de savoir que on va se toucher dans cet invisible, à un certain endroit, même si les autres n'en sont pas toujours conscients, mais moi j'ai conscience de ce qui est en train de se passer, et je vois parfois des magies s'opérer autour de moi, sans avoir bougé de ma place, sans avoir dit un mot, mais les choses sont en train de changer. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup pour cette rencontre, cette discussion qu'on a eue. Merci à toi, merci beaucoup. Présence créatrice. Et c'est un super livre, je vous conseille tous de le lire. Ça amène pas mal de réflexions sur l'art, sur soi, sur l'invisible, sur notre intégration aussi de nous-mêmes. Et je dirais simplement un dernier mot. Il y aura toute la description de son site internet, de son livre, de ses pages YouTube aussi, sur ses autres interviews qui sont en description. Et partagez, likez la vidéo de Supraconscience pour que Supraconscience puisse vivre, puisse grandir encore, puisse faire d'autres rencontres et faire partager ce mot conscience, partager ce moment-là à chaque moment. Parce que je trouve que chaque personne est unique, donc cette parole est unique et ça permet d'amener aussi des réflexions chez d'autres. Et merci à toi, Sandrine. Merci d'avoir pris ce temps, merci d'avoir lu le livre, merci pour cette belle discussion. Merci beaucoup.